Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les mesures de prévention et la gestion du risque infectieux par le virus SARS-CoV-2. Le plan et les objectifs seront les suivants. D'abord, après un bref rappel sur les mesures de prise en charge des patients, nous aborderons les précautions standards. Les précautions standards qui doivent être renforcées en période de circulation de SARS-CoV-2 et nous ferons un rappel sur les différents types de masques. Nous aborderons les mesures barrières à adopter en population générale et dans les établissements de santé hors secteur de soins. Et enfin, nous terminerons par la prise en charge d'un cas possible, probable ou confirmé de SARS-CoV-2. Quelles sont les mesures de protection à mettre en place lorsqu'on travaille dans un établissement de santé et qu'on prend en charge un patient? Il y a 3 types de précautions à prendre. Pour tout patient, on doit mettre en place ce qu'on appelle les précautions standards, avec en période de circulation SARS-CoV-2 un renforcement de ces précautions standards par un port du masque obligatoire. Le deuxième type de précaution qu'on va prendre, c'est vis-à-vis d'un patient infecté ou porteur d'un micro-organisme transmissible pour lequel on mettra en plus des précautions complémentaires de type contact, gouttelette ou air. Le dernier cas ne concerne que les patients immunodéprimés en secteur d'hémato-oncologie, pour lequel on réalise ce qu'on appelle des isolements protecteurs. Pourquoi doit-on prendre des précautions standards pour tous les patients? Tout d'abord pour le risque avec les virus sanguins, que ce soit le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite B, mais également le virus du VIH, qui, je vous le rappelle, peuvent être présents chez des patients sans que vous le sachiez. La deuxième chose, c'est que chaque individu possède de très nombreuses bactéries. La biomasse bactérienne chez un individu sain est approximativement de 1,5 kg et parmi les micro-organismes, certains peuvent causer des maladies. Bien évidemment, en période hivernale habituelle, on est également amené à prendre en charge des patients qui ont des virus respiratoires. Appliquer ces précautions standards, c'est se protéger, protéger sa famille et protéger les patients. Quel est le champ d'application de ce qu'on appelle les précautions standards? Elles sont à appliquer pour tout soin, en tout lieu, pour tout patient, quel que soit son statut infectieux et par chaque professionnel de santé. Dans ces précautions standards, je vous rappelle, il y a également le respect des obligations et des recommandations vaccinales qui, associées aux précautions standards, contribuent à la prévention de la transmission croisée des micro-organismes. Par exemple, vous revoyez sur ce petit schéma, le virus de la grippe cherche toujours un partenaire pour passer l'hiver. Cette année, encore plus que les autres années, nous devons être vaccinés contre la grippe. Les précautions standards englobent l'ensemble de ces mesures. Vous êtes concernés par l'application des mesures strictes sur l'hygiène des mains, dont nous allons revoir les principes. Vous devez également, dans certaines situations, porter ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle, que ce soit des lunettes, des gants, des surblouses. On doit avoir également une hygiène respiratoire qui doit être systématique à ce jour en période de circulation Covid. Enfin, vous devez également savoir ce qu'on doit faire si vous êtes en contact avec du sang ou des liquides biologiques. 2 autres aspects concernent la gestion de l'environnement, qui doit être drastique en milieu hospitalier, et bien évidemment la gestion des excréta pour les malades alités. L'hygiène des mains. L'obligation préalable à une hygiène des mains, c'est une absence totale de bijoux au niveau des mains ou des poignets, des ongles courts et sans vernis, l'absence de faux ongles et surtout pas d'autocollants. Les avant-bras doivent être nus. L'équipement nécessaire pour avoir une hygiène correcte des mains en milieu hospitalier, c'est d'avoir à disposition ce qu'il faut privilégier, des produits hydroalcooliques, on va le revoir pourquoi, ou alors avoir des points d'eau équipés avec un équipement correct, c'est-à-dire du savon, des essuie-mains hygiéniques et bien évidemment une poubelle. Il y a un certain nombre d'indications à l'hygiène des mains. Bien évidemment, avant tout contact avec un patient, on doit avoir une hygiène des mains. Après avoir été en contact avec le patient, on doit également avoir une hygiène des mains. Avant un geste aseptique, on doit également avoir une hygiène des mains. Après avoir été exposé à un risque biologique, on doit également avoir un lavage des mains. Et enfin, après tout contact avec l'environnement en sortant de la chambre d'un patient, on doit faire une hygiène des mains. Mais aussi, je vous rappelle qu'avant d'enfiler des gants,
et après leur retrait, il est impératif d'avoir une hygiène des mains. Qu'est-ce qu'on privilégie? La friction. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, c'est plus efficace que le lavage des mains, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup mieux toléré et c'est réalisable quel que soit le lieu, en milieu hospitalier, mais également dans les ambulances de type SMUR. Cette technique d'hygiène des mains avec les solutions hydroalcooliques doit respecter un certain nombre d'étapes. Vous devez mettre la quantité ad hoc de produits. Pour les flacons pompes que vous avez en milieu hospitalier, elle vous délivre une dose de 3 ml qui sera suffisante pour votre friction. La première étape est de passer la friction hydroalcoolique sur les paumes, ensuite de faire les dos de chaque main, ensuite d'entrecroiser les doigts, de faire les ongles de chaque main, ne pas oublier les pouces, réaliser également une friction des pulpes et en plus, on a également une friction des poignets. Ce qu'il y a d'important, c'est que la friction doit durer le temps que la solution hydroalcoolique soit sèche, c'est-à-dire au moins 30 secondes. Quelle est l'efficacité des techniques? Vous avez ici des expériences où vous avez des mains artificiellement contaminées avec des micro-organismes et on a fait dans un premier temps un lavage des mains. Vous voyez que l'inoculum bactérien présent avant est diminué de manière importante après le lavage des mains, mais il reste des bactéries. Le lavage des mains est bien évidemment indiqué lorsque vous avez des mains souillées ou des liquides biologiques, mais également pour certaines pathologies comme le Clostridium difficile ou la gale. Le lavage antiseptique des mains combine l'action d'un savon avec un principe antiseptique. Vous voyez que entre l'hygiène des mains avant ou après, il y a une réduction drastique des micro-organismes. Et vous voyez qu'en se frictionnant les mains avec les solutions hydroalcooliques, on a une action équivalente qu'un lavage antiseptique des mains. La friction hydroalcoolique des mains a donc une activité supérieure désinfectante par rapport au lavage simple des mains. Le choix de la technique dépendra bien sûr du niveau de l'acte à réaliser. Si vous avez un niveau de risque faible, vous ferez une friction ou un lavage simple des mains. Si vous avez un niveau de risque intermédiaire, une pose de voie veineuse périphérique, soit vous réaliserez une friction, ce qui est recommandé à l'heure actuelle, plutôt qu'un lavage antiseptique des mains. Et quand on est à un haut niveau de risque infectieux, comme par exemple la pose d'un cathéter, la pose d'une voie veineuse centrale, on utilisera une technique de solution hydroalcoolique qui s'appelle la friction chirurgicale ou bien le lavage chirurgical des mains. Maintenant, il faut parler de la tenue des soignants. Il faut avoir dans la tête que ce qui est à l'hôpital doit rester à l'hôpital. Idéalement, on doit avoir une tenue avec une tunique et un pantalon. Et si on a une blouse, on doit la changer une fois par jour. Les manches doivent être courtes. Les vêtements de ville ne doivent jamais dépasser de la tenue. Le lavage de la tenue doit être réalisé à l'hôpital. Et on privilégie les chaussures de travail couvertes et lavables. Concernant les équipements de protection, on porte des gants et le principe est de porter une paire de gants pour un geste, pour un patient. Quand est-ce qu'on porte des gants? D'une manière générale, c'est si on est en contact avec du sang, des produits biologiques, des muqueuses, une peau lésée, du linge ou du matériel souillé. Bien évidemment, si vous avez des lésions au niveau cutané, vous devez porter des gants pour tout contact avec le patient. N'oubliez pas qu'on doit avoir une hygiène des mains avant et après l'ablation des gants. On peut, en plus des gants, porter une tenue de protection. Par exemple, si vous avez un risque de projection de sang ou de produits biologiques, notamment au niveau des yeux, vous porterez des lunettes de protection. Si vous avez des soins souillants à réaliser, on portera en plus un tablier à usage unique et bien évidemment, d'une manière standard, on mettra un masque pour tout patient s'il présente de la toux. Ça, c'est pour la période hors Covid. En période de circulation SARS-CoV-2, le port du masque est obligatoire, en particulier dans tous les lieux de soins. Il faut avoir en tête qu'un être humain émet des particules et que ces émissions de particules, déjà, varient énormément entre un état de silence ou bien quand on chante ou quand on crie. Vous voyez qu'au bout d'une heure,
le niveau de particules émis par une personne qui chante ou qui crie est 50 fois supérieur, le nombre, que quand on est silencieux. Deuxième chose, il faut avoir en tête la différence entre ce qu'on appelle les gouttelettes et les aérosols. Les aérosols sont des petites structures respiratoires qui font moins de 100 micromètres et qui peuvent rester en suspension dans l'air pour plusieurs heures. Bien évidemment, plus on va être proche d'un patient, plus on a un risque d'aérosol. Et bien évidemment, on va le revoir, il y a des manœuvres en médecine qui sont très aérosolisantes. Les gouttelettes, quant à elles, sont des grosses particules qui font plus de 300 micromètres et qui vont rester dans l'air très peu de temps et elles vont tomber sur le sol en quelques secondes. Il faut savoir qu'une gouttelette peut générer 1200 aérosols. Donc vous avez ici les principes de la différence entre les transmissions par les gouttelettes ou les transmissions par des aérosols. Quel type de masque doit-on utiliser en période de circulation active du SARS-CoV-2 ? On a tout d'abord les masques à usage sanitaire, comme par exemple le masque que je porte aujourd'hui. Ces masques doivent répondre à certaines normes et ils ne sont pas autorisés lorsqu'on prend en charge des patients, et ce, quel que soit le statut des patients. Donc ça sera uniquement dans les actes de la vie courante, mais certainement pas en milieu hospitalier. En période de circulation, on a deux types de masques à usage sanitaire. Les appareils de protection respiratoire, les masques FFP2, qui répondent à une norme spécifique et qui ont une capacité filtrante de 94%, des particules de 0,6 micromètres. Le deuxième type de masque que vous connaissez bien maintenant, ce sont les masques à usage médical, encore appelés chirurgical, encore appelés masques de soins. Ils répondent également à une norme NF, la norme 14683, et ils ont une capacité filtrante variable en fonction du type. En milieu hospitalier, on utilisera uniquement des types 2 qui filtrent 98% des particules de 3 micromètres ou des types de R. Donc le type 2, le type 2R, c'est la même chose. Le R signifie que vous êtes protégé contre les éclaboussures. Ils sont imperméables et c'est pour ça qu'on n'utilise que du type 2R dans les blocs opératoires. Lequel choisir ? Ça va dépendre de ce qu'on fait. On va mettre des appareils de protection respiratoire quand on va faire des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres respiratoires qui vont provoquer des aérosols importants. C'est le cas de la réanimation ou des soins intensifs en cas d'intubation orotrachéale d'un patient. Chez les dentistes, s'ils utilisent des instruments rotatifs à haute vitesse. Dès qu'on va faire une aérosol thérapie chez un patient, il faut mettre des masques FFP2 et il faut fermer la porte de la chambre parce qu'il y a une émission de particules importante. Dès qu'on va utiliser une oxygénothérapie à débit élevé chez un patient, et puis bien évidemment, on les utilise pour les précautions de type R, comme par exemple la tuberculose pulmonaire. Ce sont des masques à usage unique. On doit impérativement réaliser un test d'étanchéité après la mise en place qu'on verra dans un film, et on ne doit pas dépasser 8 heures pour le port du même masque. Le deuxième type de masque plus fréquemment utilisé, et de toute façon qu'on doit utiliser systématiquement dès qu'on est en contact avec les patients, c'est le port systématique du masque chirurgical. Tous les patients qui circulent dans l'établissement, qui doivent avoir des examens complémentaires, et bien évidemment au passage des soignants dans la chambre, les patients doivent également porter un masque chirurgical. Ce sont des masques à usage unique et il ne faut pas dépasser 4 heures pour le même masque. Pourquoi faut-il porter 2 masques ? Eh bien, vous voyez ici des photos de personnes qui émettent un aérosol qui sont sans masque. Vous voyez cet énorme panache qu'on se projette les uns les autres au visage et qui vont venir se déposer au niveau nasal et dans notre rhinopharynx. Vous voyez que quand une personne porte un masque, l'émission d'aérosol est moins importante et en fonction de la distance à laquelle vous serez de la personne, vous ne serez pas atteint par le panache. Mais vous voyez surtout que là où on se protège le mieux tous, c'est quand on va mettre chacun un masque. C'est pour ça qu'il est recommandé que les 2 personnes qui sont en contact portent des masques. Comment mettons son masque chirurgical ? 1. On commence par une hygiène des mains. 2. On va tourner son masque dans la bonne direction. Je vous rappelle que les masques chirurgicaux comportent tous un bord rigide qui doit être mis en haut et qui permettra un pincement au niveau du nez. Quand les masques sont de couleur, c'est facile. Vous mettez la face colorée vers l'extérieur et la face blanche vers vous. Si vous n'avez pas de repère de couleur,
eh bien, vous allez regarder comment sont faits les plis. Et vous voyez que le bord creux des plis doit être en bas, si vous n'avez pas de notion de couleur. Bien évidemment, soit vous attachez votre masque, soit vous le mettez au niveau de vos oreilles. Surtout, pincez-le bien au niveau de votre nez. Et pour le retirer, vous ne toucherez jamais la surface externe de votre masque, vous ne toucherez que les attaches. Vous jetez votre masque dans une filière déchets ménagers et vous laverez les mains après avoir touché votre masque, sinon vous risquez de contaminer vos mains. Comment mettre votre masque FFP2 ? Eh bien, c'est pareil. Il faut tourner le masque dans la bonne direction en mettant le bord rigide en haut. Vous passez les élastiques derrière les oreilles. Vous vérifiez bien que votre masque couvre bien le menton. Vous pincez le bord rigide. Et pour le retirer, vous ne toucherez que les attaches. Sur des masques non rigides, on fera un fit test que je vais vous montrer. Et bien évidemment, en retirant votre masque, vous aurez une hygiène des mains après. Un petit rappel sur les mesures barrières. Ces mesures barrières s'appliquent à tout le monde, hors situation de soins, en période de circulation active du SARS-CoV-2. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui est porteur ou infecté par le SARS-CoV-2. Vous avez bien entendu, tous entendu parler du nombre de patients asymptomatiques ou de personnes asymptomatiques. Il est donc impératif de respecter une distanciation entre les personnes, à appliquer bien évidemment en milieu de soins, mais pas que. Et on doit être extrêmement prudent lorsqu'on ne porte pas de masque. Par exemple, lors des pauses cigarettes ou des pauses café, on voit actuellement encore trop de personnes qui vont prendre des pauses cigarettes ou qui font des pauses café ou qui déjeunent ensemble sans respecter les distances de sécurité. Attention au rassemblement en dehors des établissements, car cela risque de poser le problème d'un risque d'absentéisme important. Certaines soirées ont été organisées dans le cadre d'événements festifs comme les thèses de médecine, et des services entiers se sont retrouvés contaminés avec le SARS-CoV-2, ce qui a posé un problème pour la prise en charge des patients. Le port du masque chirurgical est obligatoire pour tout personnel de santé et pour les patients. L'hygiène des mains doit être réalisée avec les solutions hydroalcooliques, et il ne faut pas oublier l'hygiène des surfaces avec un produit virucide qui répond à la norme EN 14476. Nous allons terminer maintenant par la prise en charge d'un cas possible, probable ou confirmé avec le virus SARS-CoV-2. Il y a à prendre en charge concernant les modes de transmission qui, je vous le rappelle, se font majoritairement par les gouttelettes, mais également de manière indirecte par les mains et les surfaces. On prend donc des précautions de type contact renforcé et gouttelettes, en plus des précautions standards. Les modes de transmission se font donc par les gouttelettes et les mains, et bien évidemment sont favorisés par des contacts rapprochés à moins d'1 mètre de distance, sur une durée quand même estimée à 15 minutes, mais beaucoup plus courte si les personnes toussent ou si elles éternuent. Les portes d'entrée du virus se situent au niveau des muqueuses du visage, le nez, la bouche, les yeux. Le virus est présent dans les liquides biologiques suivants, essentiellement les sécrétions respiratoires et les selles, et donc il faut toujours avoir en tête que l'environnement proche d'un patient peut être contaminé, et le rôle des mains dans ce cadre est essentiel. La survie de ce virus dans l'environnement est variable, mais il faut donc ne pas oublier de nettoyer les surfaces souillées. Donc le renforcement des surfaces touchées par l'ensemble des acteurs dans un hôpital doit être renforcé. La contagiosité, je vous le rappelle, des patients symptomatiques démarre avant le début des signes cliniques. Quelles sont donc les précautions complémentaires à prendre vis-à-vis d'un patient suspect ou atteint de Covid-19 ? Donc je vous l'ai dit, ce sont des précautions gouttelettes et contacts renforcés. Les mesures de base restent les précautions standards dont l'hygiène des mains, le port d'un masque chirurgical, d'une charlotte, de lunettes de protection, d'une surblouse, et on ne mettra des gants que s'il y a une indication à porter des gants. Si on doit aller examiner un patient, on n'a pas besoin de mettre des gants si on n'a qu'un contact avec la peau saine. Donc ça, c'est la tenue de base que tout soignant doit avoir. Donc vous voyez que la personne a une tenue professionnelle, des chaussures fermées, il porte une surblouse, il a son masque chirurgical, il a les lunettes et il a également une coiffe. Tout sera éliminé en filière de déchets d'activités de soins à risque infectieux avant la sortie de la chambre, sauf pour les lunettes et l'appareil de protection respiratoire qui ne seront retirés qu'après la sortie de la chambre.
Les mesures spécifiques, si jamais on va aller voir ce patient et qu'on va faire des soins mouillants ou des soins souillants, par exemple une toilette, par exemple la gestion des excrétas, là on va ajouter en plus un tablier à usage unique. Et enfin, s'il y a un risque d'aérosolisation, si par exemple il faut aller intuber le patient, s'il faut aspirer le patient, si on doit lui faire des prélèvements nasopharyngés ou respiratoires, ou si on lui met de l'oxygénothérapie à fort débit, on mettra alors un appareil de protection respiratoire, les fameux masques FFP2. Nous allons maintenant illustrer le port de masque par le passage de 2 films, l'un portant sur le bon usage des masques et l'autre portant sur le fit test à réaliser avec les appareils de protection respiratoire. Je vous remercie pour votre attention. Le masque est posé sur le visage en ajustant les élastiques correctement, un dans la nuque et un au sommet du crâne. Le masque est bien ajusté, on pince sur le nez et on vérifie qu'il est bien étanche dans le cou. Puis on inspire et on doit remarquer au niveau du masque une dépression qui marque l'étanchéité.